Bienvenue à tous. Un niet catégorique d'un sénateur démocrate qui menace le vaste programme social de Joe Biden, une remontée en flèche des cas de Covid-19. C'est une fin d'année difficile pour le président américain et son agenda. Durant une bonne partie de l'année, Joe Biden a pourtant reçu une forte approbation du public sur la gestion de la pandémie et sur l'économie. Mais la persistance de la pandémie et la propagation du variant Omicron, désormais prédominant aux États-Unis, ont replongé le pays dans une psychose dont il semble payer le prix. Alors que le président et ses alliés au Congrès espéraient marquer des points avant la fin de l'année avec l'adoption de son plan d'investissement dans le social et l'environnement, le sénateur Joe Manchin a annoncé qu'il ne soutenait plus ce programme. Les démocrates vont donc entamer l'année 2022 dans l'incertitude avec des élections de mi-mandat dont l'enjeu sera le contrôle du Sénat et de la Chambre. Le bilan politique et diplomatique de Joe Biden, c'est tout de suite dans Washington Forum. Le gigantesque plan de réforme sociale de Joe Biden, Build Back Better, pourrait avoir reçu dimanche un coup fatal avec l'annonce par le sénateur démocrate Joe Manchin qu'il n'approuvait plus ce programme. On fait le point avec Dili Diko. Invoquant la hausse des prix et l'ampleur de la dette, le sénateur Joe Manchin, un élu démocrate de la Virginie-Occidentale, a choisi dimanche la chaîne Fox News, très critique du président Biden, pour faire son annonce. Je ne peux pas voter pour cela et je ne peux pas voter pour la continuation de ce projet de loi. Je ne peux pas. J'ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver. La Maison-Blanche, à travers sa porte-parole Jen Psaki, a aussitôt critiqué ce revirement inexplicable et soudain en affirmant qu'elle continuerait à tenter de convaincre l'élu de voter en faveur du projet baptisé Build Back Better ou Reconstruire en mieux. Lundi matin, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a promis de tenir un vote au début de l'année prochaine sur le plan de réforme sociale. Cette promesse de M. Schumer fait écho aux propos du sénateur Bernie Sanders, président de la commission sénatoriale du budget. Le programme de 1 750 milliards de dollars prévoit notamment de faire baisser le coût de la garde des enfants et des médicaments, des crédits d'impôt pour les foyers américains et des investissements conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ajoutant que l'inflation actuelle n'est pas transitoire, le sénateur Manchin a donné des détails sur son raisonnement. Le coût de l'essence, le coût de la nourriture, le coût des factures de gaz et d'électricité, toutes ces choses se répercutent dans tous les aspects de leur vie. Et lorsque vous commencez à vous pencher là-dessus, vous voyez cette dette de 29 000 milliards de dollars que nous portons. Le Sénat étant divisé avec 50 élus pour chaque camp, la décision de M. Manchin pourrait sonner le glas du programme Build Back Better destiné à transformer l'Amérique. Merci beaucoup, Dili. Et à présent, nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Washington, nous avons Marilyn Sefok, professeure à Howard University, à Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue, économiste à Atlantic Council, et à Dakar au Sénégal, René Lec, analyste politique basé ici à Washington, mais présentement à Dakar. Alors, Marilyn, je démarre avec vous. Il y a quelques semaines, le président Biden signait en grande pompe la loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars. Et là, on s'attendait à la signature d'une loi sur le volet social de son programme. Hein. Et pour beaucoup dans le camp démocrate, Joe Manchin est vu comme étant celui qui a un peu ruiné Noël, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous expliquez sa décision? Alors évidemment, il fait le rôle de ce qu'on appelle en anglais le Grinch, oui, celui qui ruine Noël. Alors sa décision est vraiment très regrettable et remarquable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout dans la lignée de ce que les démocrates en général font. En général, les démocrates essayent surtout de protéger les acquis sociaux et d'aller même de l'avant pour ce qui est des acquis sociaux. Et là, il a décidé de bloquer.
On peut penser qu'il s'agit là peut-être d'une tactique de pression parce qu'il vient d'une région qui est une région houillère, donc une région qui produit du charbon, et peut-être qu'il va utiliser ce vote négatif ou bien pour justement obtenir des acquis pour sa région, qui est une région avant tout houillère. Jean-François Seznec, Joe Manchin est sénateur de la Virginie occidentale, comme l'a dit Marilyn, un État quand même foncièrement républicain, et il explique sa décision par le coût élevé de ce programme et également par l'inflation galopante. En tant qu'économiste, vous comprenez sa réticence? Oui, absolument. Je pense que Joe Manchin a assez raison de se battre pour ça, parce que l'inflation est le plus gros problème de l'Amérique en ce moment. Et il est certain que l'augmentation des coûts dus à ces programmes sociaux serait énorme et va influencer vers la hausse l'inflation. Et il n'a pas tellement le choix, en fait. Et dans un sens, il rend service un peu aux démocrates, au sens où ils vont être obligés de négocier. Je ne suis pas très négatif au sens où le programme est fini. Je pense qu'en fait, ça redémarre les négociations et le plan sera certainement, à mon avis en tous les cas, pourra certainement être diminué sérieusement et repasser dans les chambres vers la mi-janvier ou la fin janvier. René Lec, vous êtes d'accord que Joe Manchin rend un peu service aux démocrates? En fait, il dit que les démocrates négocient comme s'ils avaient 55 ou 60 sénateurs, donc une majorité confortable. Oui, c'est ce qu'il dit, mais en réalité, vous savez, 2-3 jours avant cette annonce, il avait lui-même discuté d'un plan qui arrivait au même montant, à peu près les 2,2 trillions de dollars, donc 2200 milliards de dollars. Donc, tous les arguments sont donnés, sont plus des arguties qu'autre chose. Je pense qu'ici, on est en plein dans le domaine politique. Ce n'est pas étonnant, Abdourahmane, que ce soit sur Fox News qu'il ait fait une telle annonce. C'est même, je dis, c'est pas étonnant, c'est un peu sarcastique en disant ça. Mais en réalité, c'est fort étonnant qu'un démocrate fasse une annonce aussi importante sur une telle chaîne de télévision. Chaîne conservatrice. Très conservatrice, très anti-Biden, très anti-démocrate. Mais au fond, ce qui est en jeu ici, à mon avis, c'est un jeu politique. Il ne faut pas oublier son État, la Virginie de l'Ouest, a été gagné par Trump à 69%. Donc, politiquement, c'est un peu dans son intérêt, bien que, bon, il a encore 4 ans devant lui avant d'aller à une élection. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant parce que, quelque part, 68% des membres de son État supportent cette loi. Donc, quelque part, il y a une contradiction qu'il devra régler. Mais si vous vous souvenez, son argument principal est un argument lié essentiellement à des questions d'ego. Il a considéré qu'il n'avait pas été respecté par des aides de la Maison-Blanche et qu'ils ont enlevé quelque chose. Il n'a jamais dit précisément de quoi il s'agissait et qu'ils savent très bien, il a dit, ils savent très bien ce qu'ils ont enlevé, c'est inacceptable. Donc bref, c'est plus des questions d'ego et je pense qu'en dernier ressort, ça va être réglé. Justement, Marilyn, est-ce que cela va être facile entre Manchin et les progressistes de recoller les morceaux, surtout après les déclarations de part et d'autre depuis le week-end? Alors, recoller les morceaux, évidemment, ça va être extrêmement difficile. Ce sera un véritable challenge parce que les progressistes, Bernie Sanders parmi eux, essayent surtout de faire avancer les acquis sociaux. Et ça, pour eux, c'est extrêmement important. Il s'agissait quand même, dans cette proposition de loi, d'octroyer $300 par enfant comme allocation, et ce qui est extrêmement important pour une grosse partie de la population qui s'enlisait de plus en plus dans la pauvreté. Et comme vous le savez, depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, il y a à peu près 50 millions de personnes qui ont pu, justement, grâce à ces efforts de la part des démocrates de sortir, si vous voulez, de la pauvreté.
Donc ça, c'est extrêmement, c'est les acquis que l'on propose, que proposent les progressistes, sont extrêmement importants pour ce qui est de renforcer les acquis sociaux. Jean-François Seznec, Joe Biden s'est toujours présenté comme le négociateur, le rassembleur. Est-ce qu'il s'est trompé d'époque? On a l'impression que le milieu est un peu en train de disparaître. Soit on est carrément à droite, carrément à gauche. Et comment est-ce qu'il peut naviguer tout cela? Avec beaucoup de difficultés, c'est sûr. Le milieu est en train de disparaître et je pense que ce qu'essayent de faire Biden et Manchin en ce moment, c'est de recoller, si vous voulez, un milieu. Et parce que je pense, à mon avis, que les extrêmes sont trop puissants et qu'il y a une certaine déconnexion en ce moment de la gauche démocrate vis-à-vis du reste de la population dans le centre des États-Unis qui contrôle un petit peu les votes. Et ils vont avoir beaucoup de problèmes si les programmes sociaux sont trop poussés et recommencent font développer une inflation qui est trop importante. Donc je pense qu'ils vont être obligés de faire un accord, si vous voulez, et de faire tout revenir vers le milieu comme Manchin et Biden, en fait, voudraient le faire. Pour rester un peu dans ce sens, René, entre le Covid et la bataille idéologique au sein de son parti, comment est-ce que Biden peut garder l'unité de ses troupes en vue des élections de mi-mandat? Oui, la situation n'est pas des meilleures pour les démocrates, c'est sûr. Il y a la pandémie, comme vous l'avez indiqué, il y a l'inflation, mais il y a aussi la crise de la chaîne d'approvisionnement. Bien qu'il y a juste quelques heures, Biden lui-même disait que la question semble plus ou moins réglée, donc il faudra bien voir. Mais il a dit aussi quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, mais je ne sais pas si politiquement ça va vraiment lui servir. Il dit que l'Amérique est le seul pays au monde, de l'ensemble des pays de la planète, y compris tous les pays industrialisés, où l'économie aujourd'hui est plus forte qu'elle ne l'était avant la pandémie. Donc c'est vrai que c'est un argument fort, mais je ne sais pas, vous savez, Abdulrahman, quand ces choses n'ont pas d'impact directement dans la vie des gens et qu'au quotidien la vie paraît plus difficile, l'essence est plus chère, les produits alimentaires sont plus chers, ce genre de considérations macroéconomiques ne sont peut-être pas très parlantes et très convaincantes. Et Marilyn, avant d'aller aux commentaires Facebook, je voulais avoir votre réaction sur ce que disait Jean-François Seznec. La gauche est-elle en déconnexion avec la réalité, ou en tout cas une bonne partie des Américains? Alors, la gauche américaine n'est pas du tout en déconnexion avec les réalités américaines. Au contraire, elle est très en phase, à mon avis, avec les réalités américaines, parce que les Américains ont vu la middle class, la classe moyenne, de plus en plus se réduire de plus en plus. Or, ce que proposent les démocrates, surtout les démocrates progressistes, c'est justement d'essayer de renforcer... Mais l'inflation est une réalité et certains estiment que c'est à cause de cette injection de monnaie dans l'économie. C'est un argument que vous n'acceptez pas? Non, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas un argument que j'accepte parce que bon, il y a aussi il y a aussi des mesures qui peuvent endiguer l'inflation. Par exemple, les tarifs que l'on impose aux produits venant de Chine, ça peut contribuer à endiguer l'inflation. Si, évidemment, il n'y a pas cette espèce de guerre froide. D'accord, un dernier tour avant le Facebook. Jean-François et puis René, et on va au Facebook. 30 secondes. Sur cette même question de l'inflation. Ah oui, d'accord. Bah, écoutez, moi je pense effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marilyn là-dessus. Je pense que l'inflation est en partie due à l'énorme injection de capital qui a fait beaucoup de bien l'année dernière. Et depuis quelques années, l'augmentation de la dette est énorme.
ça pose des risques très importants, surtout si les taux d'intérêt commencent à remonter. Le coût va être absolument impossible. D'accord. René? Oui, écoutez, je ne pense pas que ce soit déterminant. L'inflation, elle est mondiale du fait de la période qu'on vient de traverser avec la baisse de production liée à la pandémie. Mais ce n'est pas un facteur essentiel. Des tas d'économies se développent et se développent très bien avec l'inflation. Au moment où l'inflation était relativement maximale, il y a quelques semaines, quelques mois, le Dow Jones à la bourse était au-delà de 36 000 points. Donc, ce n'est pas un facteur important. D'accord, merci. Voici rapidement quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons plutôt Bonheur Kassanda à Kinshasa qui nous dit « Tout président arrivé au pouvoir entre 2019 et 2021 passe des moments très difficiles pour gouverner suite à cette crise financière et économique mondiale causée par le Covid-19 ». Archiduc Théodore N'Djamena écrit « Il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre le Covid-19, le chômage et l'insécurité, des facteurs susceptibles d'affecter négativement l'économie américaine. » Et puis Excellence Kaba qui nous dit qu'il est partisan de Donald Trump. Il est à Conakry, il nous dit s'il ne peut plus gouverner alors qu'il démissionne. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. L'administration Biden a pris ses fonctions en promettant l'Amérique est de retour et le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les alliés et renforcer leurs liens. Mais les crises, les coups d'État et les conflits inattendus en Éthiopie, en Haïti, en Birmanie, au Soudan et en Ukraine ont particulièrement occupé le plus haut diplomate américain en 2021. Un sujet de la correspondante de la VOA au State Department, Cindy Saine, et c'est un récit de Claire Morin-Gibourg. La prestation de serment du diplomate expérimenté Anthony Blinken en tant que 71e secrétaire d'État américain en janvier dernier a suscité beaucoup d'espoir parmi de nombreux alliés et observateurs américains dans le monde. C'est un jour nouveau pour l'Amérique, c'est un jour nouveau pour le monde. S'adressant au personnel du département d'État dès le premier jour, Anthony Blinken a affiché ses grandes ambitions. Le monde veut voir comment nous pouvons soigner nos blessures et redevenir le pays dont tout le monde veut suivre l'exemple. Si nous allons privilégier la diplomatie avec nos partenaires et nos alliés pour relever les grands défis de notre temps, comme la pandémie, le changement climatique, la crise économique, les menaces pour les démocraties, les combats pour la justice raciale et le danger pour notre sécurité et la stabilité mondiale posée par nos rivaux et adversaires. Mais ces promesses, faites en janvier 2021, se sont heurtées à la dure réalité du terrain. Un coup d'État militaire en février en Birmanie, suivi d'une violente répression contre des dizaines de milliers de manifestants, l'assassinat du président haïtien en juillet et un coup d'État militaire en octobre au Soudan ne sont que quelques-unes des crises internationales auxquelles l'administration Biden a été confrontée durant l'année. Les États-Unis s'efforcent également d'aider à mettre fin au conflit qui a commencé il y a un an dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où des millions de personnes sont désormais confrontées à la famine.
Je pense que l'administration Biden a fait un effort considérable pour s'engager diplomatiquement sur cette question avec la nomination de l'envoyé spécial Jeffrey Feltman. Mais rien de tout cela n'a vraiment apporté un changement de comportement. Et donc maintenant, nous sommes au bord du précipice, avec une possibilité d'effondrement en Éthiopie. Malgré tous ces défis à l'étranger, les analystes affirment que le président américain Joe Biden et son proche confident Blinken ont réussi à atteindre leur objectif principal, réparer ce qu'ils considèrent comme des relations et des alliances critiques endommagées par la vision du monde America First de l'ancien président Donald Trump. Dans l'ensemble, je pense qu'ils ont pu s'en tenir à leur stratégie globale. Avec le voyage du président Biden en Europe au printemps et ses efforts pour renforcer les partenariats et les alliances avec nos alliés démocrates européens. Et de même en Asie aussi, pour tenter de rallier des pays un peu incertains sur la direction que prendraient les États-Unis. Mais les analystes disent que le retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan en août a mis l'administration Biden à rude épreuve, ainsi que la réponse furieuse de la France à l'accord commercial sur des sous-marins entre les États-Unis et l'Australie. L'accord avec l'Europe a été réparé. Il y a eu des ratés en cours de route, c'est sûr. L'Afghanistan et les accords sur les sous-marins AUKUS sont deux assez gros ratés, mais l'alliance fonctionne beaucoup mieux. À l'approche de 2022, la Chine et d'autres adversaires des Américains observent comment Joe Biden et Anthony Blinken vont gérer le renforcement militaire massif de la Russie le long de la frontière ukrainienne et si les États-Unis vont honorer leurs engagements envers l'intégrité territoriale de leurs alliés. Merci beaucoup Claire et je rappelle nos invités. À Washington, Marilyn Sefok, professeur à Howard University, à Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue et économiste au Atlantic Council, et à Dakar, René Lec, analyste politique basé ici à Washington. Alors René, justement, l'Ukraine qui cherche à rejoindre l'OTAN est sous la menace russe. Peut-on parler de patate chaude pour l'administration Biden ? Oui, c'est une question assez difficile, surtout que, comme vous le savez, les Russes renforcent leur position au niveau de la frontière, et cela déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, devrais-je dire. Et il semblerait que cela ne va en augmentant. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis il y a quelques jours, Poutine lui-même a annoncé qu'il était prêt à des discussions avec ce qu'on appelle les 2+1, ce serait les États-Unis et la Russie, plus maintenant l'Union européenne, pour discuter de la question de l'OTAN, mais de la question ukrainienne en particulier. Donc on va voir, je crois que le jeu de Poutine, c'est de pouvoir négocier et discuter d'égal à égal avec les États-Unis, et qu'au fond, il y a un jeu géostratégique qui se joue à ce niveau-là, et malheureusement, l'Ukraine en est un peu la victime. Jean-François Seznec, Biden a tenu à enterrer l'America First de Trump en brandissant America is back, ou l'Amérique est de retour. Est-ce qu'il est en train de réussir son pari selon vous? Oui, je pense qu'il travaille bien pour tenir le support de l'Europe, du Japon en particulier, mais ils ont certainement des problèmes à résoudre. Il est certain que l'Ukraine est un énorme problème et que les Russes prennent avantage de la situation pour forcer l'OTAN à ne pas inclure l'Ukraine. Je crois que c'est le problème de base. Les Russes ne veulent absolument pas avoir l'OTAN aux portes de la Russie et donc font tout ce qu'il faut pour pousser ça. Mais en d'autres termes, je pense que les négociations de Blinken, même s'il y a des problèmes avec les sous-marins français, etc., je pense qu'ils ont fait des progrès énormes pour revenir en arrière sur les problèmes qu'avait créés l'administration Trump. Et Marilyn, une des grandes décisions en politique étrangère cette année a été le retour à l'accord de Paris sur le climat. Vous pensez que les États-Unis vont continuer à jouer un rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique sous Biden? Absolument. Je pense que d'ailleurs c'est poussé par bon nombre de... C'est un agenda qui est poussé par bon nombre
de progressistes. Et je pense que là, il y aura sans doute un succès quand même assez franc, beaucoup plus, en tout cas, remarquable et remarqué que les succès en Europe de l'Est. Là où aussi, je pense qu'il y a matière également à discussion, simplement parce que, bon, il faut aussi faire très attention parce qu'il y a également des enjeux en matière énergétique, surtout pour ce qui est du gaz que la Russie fournit à l'Europe. Donc, il y a énormément... Ces tensions devront être apaisées au maximum, tant par l'administration Trump, Biden surtout, que par les Européens eux-mêmes. D'accord. Et René, peut-être après cette première année de Joe Biden à la Maison-Blanche, comment est-ce que vous jugez son agenda africain, surtout dans le contexte de la poussée chinoise sur le continent? Écoutez, je crois que là aussi en Afrique, America is back. Vous savez, les années Trump, on était passé de 110 milliards de dollars d'investissement sur l'Afrique, d'investissement américain sur l'Afrique. On était tombé autour de 50, à peu près la moitié. Là, je pense que tout va remonter. Le secrétaire d'État a fait une tournée dans trois pays africains. Donc, il cherche à se repositionner. Et c'est vrai, depuis 2005 en particulier, les Chinois ont investi en construction, investissement financier, plus de 2000 milliards de dollars sur le continent africain. Les Russes, eux, de leur côté également, ont signé une dizaine d'accords, notamment de base militaire. Donc, les Russes et les Chinois s'activent énormément en Afrique et je crois que les Américains ont une bonne lecture de ce qui se passe et sont en train d'essayer de re-rentrer dans la course, si vous me permettez l'expression, Abdelrahman. D'accord. Et Jean-François, rapidement, je sais que vous travaillez beaucoup plus sur le Moyen-Orient, mais la Chine en Afrique, les États-Unis aussi qui veulent réclamer leur rôle en Afrique surtout, comment est-ce que vous jugez tout cela? Sans compter une poussée aussi de certains pays du Moyen-Orient, comme le Qatar en Afrique. Oui, le Qatar, les Émirats aussi font beaucoup d'efforts en Éthiopie et sur la Corne de l'Afrique en général, mais il est certain que la Chine a énormément fait de progrès dans toute l'Afrique et a pris beaucoup de l'importance qu'avait la France et qu'avaient les États-Unis. Mais il est certain qu'il y a des gros efforts faits par les États-Unis pour retourner un peu en Afrique, mais malheureusement, à mon avis, la décision de sortir de l'Afghanistan, qui est absolument nécessaire, à mon avis, mais va créer des gros problèmes dans le Sahel parce que les groupes extrémistes vont en profiter, surtout au vu du départ des Français, pour essayer de prendre beaucoup de grosses contre les États-Unis. Abdelrahman, avec votre permission, je veux juste corriger quelque chose que j'ai dit tout de suite. J'ai dit une dizaine d'accords avec les Russes, c'est à peu près ça, mais pour être très précis, depuis 2005, c'est 7 accords militaires passés. D'accord. En tout cas, malheureusement, on arrive à la fin de ce Washington Forum. René, vous aviez le dernier mot. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.